Jacques Attali, bonsoir. Vous êtes économiste, essayiste. Vous publiez Vivement après-demain chez Fayard. Bernard Cazeneuve, cet après-midi, a commencé son discours de politique générale en dénonçant les innombrables atrocités et les massacres contre la population d'Alep commises par Bachar el-Assad, avec l'appui des Russes, a-t-il dit. Mais Jacques Attali, comme nous ne sommes pas sur place, à part nous indigner, que pouvons-nous faire? Rien, je crains. Il faut voir le monde comme il est. Le monde comme il est, c'est que personne ne peut attaquer frontalement un ennemi des États-Unis et personne ne peut attaquer frontalement un ennemi de la Russie. C'est vrai depuis toujours. Hein. Quand les Hongrois ont tenté de se révolter en 1956, les Polonais en 1988, on n'a rien fait. Et si on a pu ensuite voir se libérer l'Europe de l'Est, c'est simplement parce que les Russes ont décidé de ne plus tirer sur les foules. Mais quand une grande puissance qui a une possibilité d'intimider forte décide de défendre quoi qu'il arrive, eh bien, nous n'attaquons pas. De même, je pense que si demain, les malheurs voulaient que quelque autre nation qui n'est pas vitale pour nous soit pris sous les feux des bombes, on n'interviendra pas. C'est la réalité tragique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas ne pas dénoncer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire tout pour aider les pauvres Syriens. Moi-même, j'étais à Beyrouth il y a 10 jours parce que notre fondation Positive Planète, nous aidons les réfugiés syriens au Liban et nous les aidons à la fois à se reconstruire, mais aussi à créer des conditions de retour. Il faut évidemment, après, créer des conditions d'un départ d'Assad et de le traduire dans le tribunal. Il faut le départ d'Assad, parce que certains disent il est là, et avec les Russes, ils peuvent être bien utiles pour éradiquer Daesh. Oui, bien sûr. Moi, j'ai toujours pensé que notre principal ennemi était à Mossoul et pas à Moscou. Donc il faut évidemment commencer par éradiquer Daesh, mais Bachar fait partie des dictateurs qui doivent disparaître. Maintenant, nous n'avons pas les moyens de le faire disparaître. Notre ennemi est à Mossoul et pas à Moscou. Ça veut dire, pour parler un peu de politique intérieure, que vous pensez que François Fillon a raison quand il dit il faut parler avec les Russes? Oui, je le dis depuis très longtemps. J'ai dit depuis très longtemps que la politique française avait eu tort. Même depuis le boycott du G8 de Sochi, c'est là qu'a commencé la première. Il ne fallait pas boycotter les Russes. On ne gagne rien à les boycotter. Il faut parler, il faut les remettre dans le jeu. Et après, on peut négocier avec eux. Si les Russes se sont enfermés, ils deviennent encore plus durs et ce n'est pas ce dont on a besoin. Toute la politique de boycott est une erreur. C'est pourquoi, même si je ne suis pas d'accord avec François Fillon sur un tas de domaines, il y a des choses sur lesquelles je peux dire que je suis de son avis. Pas sur un tas de domaines. C'est-à-dire, quand il dit la France va très mal, il faut un remède de cheval. Vous pensez que le remède de cheval va guérir la France, ou que ce sont des remèdes du passé qui vont semer le désordre? Ça dépend lesquels. Que la France aille très mal, chacun le sait. Elle va mieux pour des tas de raisons. Il y a beaucoup de bons points qu'on peut attribuer à ce pays, qui est quand même un pays de cocagne, où il fait meilleur vivre pour la plupart de la population, sauf les très pauvres, évidemment. Mais c'est un pays qui va mieux pour des tas de raisons. C'est un pays qui va mal parce que son école maternelle est en situation catastrophique, parce que 22% des jeunes sont au chômage, parce que 43% des jeunes des quartiers sont au chômage, et parce que notre balance des paiements est déficitaire alors que la zone euro est excellente. Est-ce que le remède proposé par le docteur Fillon peuvent améliorer cette situation et ferait qu'en 2022, la France irait mieux? C'est pas un remède un seul, c'est une ordonnance. Donc dans l'ordonnance, il y a beaucoup de médicaments ou de soins. Il y a certains que je prendrai et d'autres que je prendrai pas. Voilà. Vous avez des exemples en tête précis? Je prendrai assez volontiers tout ce qu'il dit sur la construction d'une Europe de la défense, ce qui me paraît très juste et que j'ai aussi, comme beaucoup d'autres à gauche et à droite, proposé. Donc vous voyez, il y a des points communs assez nombreux. L'Europe de la défense, c'est vraiment la nécessité de demain et d'après-demain et qui peut faire de l'Europe la première puissance. Je prendrai aussi sans doute ce qu'il dit sur la nécessité d'augmentation de la TVA, qui me paraît, en période d'inflation très basse, une bonne façon de couvrir un coût, baisser le prix du travail, d'augmenter les salaires, parce que si vous augmentez la TVA, vous pouvez, en baissant les charges, augmenter les salaires réels. Et donc, la hausse de la TVA peut être plus que compensée par la hausse des salaires. Les économies, les 500 000 suppressions de postes. Je ne vois pas comment on les fait. On peut faire des économies dans la modernisation de la puissance publique, en particulier comme l'ont fait les Suédois par l'informatisation de façon extrêmement rapide, mais on ne peut pas, constitutionnellement même, prendre les emplois des collectivités territoriales, où c'est là où se trouve le principal gaspillage, parce que l'État n'a aucun pouvoir sur les collectivités territoriales, sauf à faire une réforme constitutionnelle que je pense souhaitable, qui est de rendre à l'État le pouvoir sur les finances. Pour recentraliser ? Oui, parce que si on veut réduire les dépenses, les prélèvements obligatoires, il n'y a qu'une seule solution, c'est que l'État reprenne le pouvoir sur le... On a créé des baronnies dépensières en région. Exactement. Vous n'êtes pas loin de penser ça? Je ne suis pas loin, je le dis depuis très longtemps. On a créé des baronnies dépensières, on a laissé... avec des hôtels de ville, des gymnases dans tous les sens. Des recrutements qui sont purement, trop souvent, des amis d'amis, des copains de la famille, de machin et de trucs, à tous les niveaux, les plus élevés ou les plus bas, et c'est pas bien. Et donc ces recrutements qui camouflent le chômage, parce qu'il y a certainement entre 100 et 200 000 personnes qui sont du chômage
camoufler. Alors, je peux trouver que c'est pas plus mal d'avoir un fonctionnaire dans la famille qu'un chômeur, surtout si les horaires de travail ne sont pas raisonnables, c'était raisonnablement trop bas, donc c'est pas une bonne solution. Donc, mais pour changer ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est de recentraliser le droit au licenciement. Alors, la droite, et au recrutement. La droite s'est trouvé son candidat, François Fillon. À gauche, c'est moins clair, il y en a plusieurs. Emmanuel Macron, vous ne regrettez pas de l'avoir présenté? Non, c'est un canular qui a été inventé par un journaliste d'une radio dite périphérique. Jamais j'ai regretté. Ah oui, vous l'avez jamais regretté de l'avoir présenté à François Hollande? Non, non. Comment jugez-vous, un, son programme, et puis deux, sa façon de faire? Alors premièrement, j'ai toujours été très dur avec lui en privé comme en public parce que c'est un garçon qui aime bien, châtie bien. Donc j'ai beaucoup d'espoir en lui, c'est un garçon formidable, je suis très fier de l'avoir découvert et de l'avoir... Là, il était dans la commission Attali. Il était mon rapporteur. Voilà, et puis ensuite, il était tellement bien que je l'ai fait entrer dans la commission. C'est un homme tout à fait exceptionnel, mais qui aime bien, châtie bien. J'ai toujours pensé que la France avait besoin d'un programme présidentiel avant d'un candidat, et donc j'ai toujours été très réservé sur le fait qu'il soit un candidat sans programme. Bon, il avance vers un programme, et c'est très bien. Ce qu'il a proposé, c'est un dixième sans doute de ce qu'il faut de programme, et il en est d'accord, nous en avons parlé ensemble. Il faut qu'il ait un programme complet. Je jugerai quand le programme sera complet. Ce qu'il a donné me paraît très bien, c'est-à-dire créer les conditions d'avoir plus de liberté et de protéger les gens qui veulent sortir du salariat pour créer leur entreprise. Ça me paraît tout à fait ce qui était d'ailleurs dans la commission que je présidais, dont il était rapporteur, un des rapporteurs. Donc je pense qu'il va dans la bonne direction. À mon avis, pas assez vite. J'aurais préféré qu'il y ait un programme plus rapide. Enfin, chacun son rythme, et c'est lui qui est candidat, pas moi. Alors, vous, dans ce livre, Jacques Attali, vous ne vous intéressez pas à la France de 2022, mais vous vous projetez dans la France de 2030. Et vous décrivez, alors même si vous n'êtes pas tout à fait d'accord, mais enfin, moi, je trouve qu'en lisant le livre, vous décrivez un avenir assez sombre. Vous décrivez quand même une mondialisation très piégeuse pour des tas de gens. Qu'est-ce qui vous rend si pessimiste? Je suis ni pessimiste ni optimiste. Je pense qu'il y a des choses magnifiques qui ont été accomplies. L'espérance de vie a augmenté. Il y a moins de pauvres à l'échelle du monde qu'il y a 20 ans. Enfin, il y a beaucoup de choses très positives. Il y a aussi des choses extraordinairement négatives. L'accroissement des inégalités, l'évolution du climat. Il y a beaucoup de choses négatives qui vont arriver, comme l'augmentation de la technologie qui à la fois est très positive, mais va supprimer un très grand... Par exemple, il y a la moitié des métiers qui existent, qui n'existeront plus, mais il y a d'autres métiers qui vont apparaître. Donc il y a énormément de dangers qui viennent, ce qui explique d'ailleurs pourquoi un peu partout il y a du populisme, c'est-à-dire mettre les charrues en cercle. Mais là où je suis plutôt optimiste, c'était, je pense, qu'on a des solutions. Et si on veut, on peut. C'est le maître mot de ce que je voudrais dire. Si on veut, on peut. Si on utilise tous les moyens dont on dispose, tant au niveau national qu'au niveau européen et qu'au niveau international, pour créer les conditions d'un état de droit efficace, on peut utiliser le meilleur qui vient, tant en termes de technologie qui est fantastique. Regardez les chiffres. Parce que vous dites, il y a pas avec la mondialisation, les États se font concurrents, et au fond, il n'y a pas d'ordre. Voilà, il y a un marché mondial, et il n'y a pas d'état de droit mondial. Et donc on est laissé nous-mêmes, et la liberté crée de la précarité, dites-vous. Exactement, de la précarité, de la déloyauté, du narcissisme, de l'individualisme, du moi d'abord. Le moi d'abord, qui est la loi du marché, c'est aussi la loi des populistes. C'est pas illusoire de s'imaginer une régulation mondiale avec un gendarme mondial qui dirait tiens, il ne faut pas maltraiter tel salarié, etc. C'est en effet à la fois illusoire et normal. Imaginez qu'il y a quand même des domaines très 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 importants où on arrive à faire des lois qui s'appliquent dans le moindre village à l'échelle de la planète. Alors c'est vrai que c'est dans un domaine essentiel comme le football. Ouais. Ben, ce qu'on arrive à faire pour un domaine essentiel comme le football, on pourrait le faire pour un domaine anecdotique comme le travail. Mais est-ce que l'extraterritorialité, j'ai réussi à le dire, qu'on reproche aux États-Unis qui font que leurs lois s'appliquent en dehors de leurs frontières, finalement, est-ce que c'est pas au moins un début d'ordre mondial judiciaire? C'est en effet un ordre mondial, mais qui est l'exemple de la Pax Romana, c'est-à-dire un ordre qui dépend des lois faites dans un pays. Alors, personne n'acceptera durablement que les lois faites dans un pays s'appliquent à la planète. C'est pourquoi ce que nous essayons en Europe, c'est-à-dire de construire un projet où nous mettons ensemble la création d'un État de droit à l'échelle de l'Europe est si fondamental. Si on y réussit en Europe, on donnera l'exemple au monde. Jacques Attali, merci. Donc votre livre Vivement après-demain, c'est chez Fayard. Merci beaucoup. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Rousset dans l'air. La gauche est-elle en train de se saborder avec un trop-plein de candidats? Vincent Peillon, par exemple, relève-t-il d'une opération tout sauf Valls, comme le subodorent certains? C'est dans l'air est intitulé ce soir. Peillon et un de plus contre Valls.